Bonsoir Caroline Lamarche. Bonsoir Charline, bonsoir Violaine, bonsoir à tous. Alors je suis un peu myope, je ne vois pas tous les amis qui sont là. Bonjour. Et bonsoir Violaine. Bonsoir Charline, bonsoir Caroline, et bonsoir. Moi je vous vois bien. Je ne suis pas encore myope. Merci en tout cas d'être venus nombreuses et nombreux pour vous écouter. C'est la première fois en fait qu'une rencontre littéraire vous réunit toutes les deux. Et je sais que c'est un moment dont vous aviez très envie, l'une comme l'autre. Et on va rapidement comprendre pourquoi en plongeant... Merci. En plongeant dans les parallèles, les résonances, voire les coïncidences entre vos textes. Parce que le premier point commun, ce sont ces livres, tous les deux publiés en 2025 et qui ont encore un énorme succès. Le Bel Obscur, Caroline Lamarche, est sorti fin août dernier aux éditions du Seuil. Il a bénéficié dès les premières semaines d'un très bel accueil des libraires, des critiques, des lectrices et du jury du Goncourt qui, sélection après sélection, distingue le roman jusqu'à lui attribuer la médaille d'argent, si on peut dire. L'or va à Laurent Mauvigné et sa maison vide, 6 voix contre 4 néanmoins. Pour le Bel Obscur, qui n'a donc pas démérité dans une compétition faite de poids lourds, si je peux m'exprimer ainsi, de la littérature contemporaine. Qu'est-ce que vous gardez là, avec un petit peu de recul, de ce flamboyant parcours ? Mais disons de la joie, et ça s'est passé assez calmement, d'abord à cause du soutien de la formidable équipe du Seuil. Et puis, on l'a bien assez dit à Paris, j'étais l'outsider belge, donc on n'a rien à perdre en fait. Tout ce qui nous arrive est bon, et je l'ai pris vraiment comme ça. J'étais un peu nerveuse quand même le jour où on devait donner les noms du dernier carré. Alors j'ai invité mes petites filles à faire des crêpes pour ne pas trop y penser. Et puis, c'était la joie d'être là dans les 4, en fait, oui, vraiment. Et puis d'arriver là, ça a donné une visibilité que je n'avais pas vraiment en France. Et donc ça, c'est formidable, formidable. Violaine Lison, vous avez pour votre part publié Lequel de nous portera l'autre aux éditions Esperluette en octobre dernier. Accueil dithyrambique, une pleine page dans le journal Le Monde, dans Télérama, des dizaines d'autres chroniques de retour de lectrices émerveillées. Vous croisez vous aussi le chemin de Laurent Mauvigné lors d'un passage sur France Inter, et puis les rencontres en librairie qui s'enchaînent, continuent là et ne désemplissent pas. Et d'ailleurs, vous êtes parmi les finalistes du prix des librairies indépendantes de Belgique francophone, prix pour lequel on peut encore voter. Petit clin d'œil vers l'Assemblée. Parcours flamboyant, peut-être aussi un peu inespéré. Oui, complètement. Enfin, en tout cas, voilà, moi, cette histoire, elle est en moi depuis 12 ans, donc j'en parlerai. Mais c'est vrai que je suis heureuse de ce qui se passe, et puis de la maison d'édition Esperluette aussi pour cette maison incroyable. D'avoir cet écho-là en France, c'est magnifique. Et puis pour Léonce, pour ce soldat, le fait de pouvoir se déployer enfin après ce qui lui est arrivé, moi, je suis heureuse de ça. Et je précise juste que vos livres sont là en vente ce soir et qu'il n'y aura pas de questions a priori avec le public, mais plutôt des séances de dédicaces et des échanges plus personnels que vous pourrez avoir avec les autrices. Et avant d'entrer dans ces deux textes, qu'on va explorer pendant une bonne heure, plutôt que d'étaler vos bios et bibliographies respectives, j'avais envie de vous demander comment est-ce que vous avez découvert le travail de l'autre et qu'est-ce que cette découverte a d'abord suscité chez vous ? Peut-être Violaine pour commencer. En fait, avec Caroline, l'histoire, elle est longue. En tout cas, il y a 3 ans, j'ai fait une résidence à Senef avec Passaporta. Et j'étais en plein dans l'écriture de Lequel nous portera l'autre, de Léonce. Et Caroline est venue à la lecture, au partage en fin de résidence. Et elle m'a glissé un petit conseil de lecture qui est un livre de Marcel Cohen qui s'appelle Sur la scène intérieure, qui m'a beaucoup aidé. C'est un livre qui m'a beaucoup aidé, donc elle a été là dès le départ. Et puis l'année passée, j'ai de nouveau fait cette résidence, et puis Caroline est venue parler justement du Bel Obscur. On était dans la cour de dépendance du château de Senef, en plein... Il faisait beau. Et je me suis dit, mais ça c'est
enfin, c'est dingue cette histoire d'Edmond, ça me parle, enfin, c'est exactement. Enfin, tout de suite j'ai vu qu'il y avait un écho possible, j'avais envie de prendre le livre, il est discuté dans la table, pour le lire, et voilà, et puis après j'ai rencontré le livre, et là, c'est un livre qui est très différent du mien pour plein de raisons qu'on évoquera. Et en même temps, il y a énormément d'échos. Je l'ai encore relu cette semaine et je me dis, mais il y a quand même pas mal de. Et donc, c'est très gai de voir comment, à partir d'une matière qui est pas similaire, mais quand même un travail d'archive, on peut arriver à des textes à la fois différents, mais qui nous nourrissent, qui nous remplissent, qui nous font vivre. Nous, quoi. Ce sont des personnages, enfin, ce sont des personnes qu'on porte en nous et qui font nos vies aujourd'hui, quoi, à toutes les deux, je pense. Caroline, je vous ai entendu parler de points de maturité et d'équilibre atteints dans votre parcours avec Le Bel Obscur. Je précise que moi, j'ai eu la chance de recevoir le livre de Violaine, donc elle me l'a envoyé. Je vais vous poser la même question, mais... Donc voilà, elle a tout dit, c'est formidable, je ne dois plus rien dire. Donc on passe à la question suivante. Mais peut-être parler quand même de qu'est-ce que représente en fait Le Bel Obscur dans toute votre œuvre. Vous avez parlé d'un point de maturité, d'équilibre, mais qu'est-ce qui s'est équilibré précisément ? Avant Le Bel Obscur, j'avais écrit un récit documentaire intitulé L'Asturienne, qui était sur une famille liégeoise qui, au XIXe siècle, est partie dans les Asturies pour développer la métallurgie du zinc, la famille Hauser. Et donc là, j'ai beaucoup appris. J'ai travaillé 8 ans. Toi, tu as travaillé aussi beaucoup, 12 ans, hein, enfin, en tout cas, ça t'a tourné. Donc, 8 années. Et là, j'ai appris la merveille des archives, d'abord matériellement, ces écritures manuscrites. Enfin, maintenant, ça a disparu, hein, les écritures manuscrites. Donc, la beauté du papier des écritures manuscrites, l'élégance et la tendresse de ces époques-là où on ne disait pas bonjour et puis en signature, hein. Non, c'était toujours une formule affectueuse et ça ne pouvait pas être un roman forcément. Un éditeur français m'avait dit mais nous on le prend si c'est un roman. Ben non, parce qu'il y avait trop de réel comme dans ton livre, Violaine, en fait. Et puis ces archives ne m'appartenaient pas, elles appartenaient à toute une famille. Tandis que pour Edmond, c'est après avoir terminé l'Asturienne, comme je le raconte, parce que la narratrice me ressemble quand même un peu, un coffre oublié, et puis des archives sur un personnage, un ancêtre, mais banni par la famille, dont on ne parle plus, et des archives très lacunaires. Donc il y en a 1, 2, 3, 4, 5 en fait, 2 photos, 2 lettres et un diplôme d'honneur, oui. Et on va y revenir. J'avais encore envie de vous introduire peut-être Violaine avec cette info, peut-être que les personnes ne connaissent pas. Vous êtes la fille de la poétesse Françoise Lison-Leroy, qui est aussi présente ce soir. Et vous racontiez lors d'une très belle rencontre en librairie à laquelle j'assistais que petite, vous vous endormiez avec le bruit de la machine à écrire de votre mère. Et j'ai trouvé ça très beau. Et d'autant plus touchant que vous aussi, vous écrivez aujourd'hui, après avoir mis vos propres enfants au lit, du moins c'est ce que vous expliquiez. Et avec l'appui des mots des autres, en fait, dans le cas de ce livre, on y reviendra. Oui, tout est juste. Il y a ma fille qui est là, donc... vous ne la mettez plus au livre, peut-être. Non, maintenant. C'était quand elle était petite que j'écrivais, que j'ai retranscrit ces pages. Mais c'est vrai que oui, ben ça fait partie de mon enfance. Moi, je suis né dans la langue poétique et aujourd'hui, ben c'est ma langue. J'ai trouvé la mienne, peut-être. J'ai mis du temps. Mais ça me plaît aussi ici par exemple à travers lequel de nous portera l'autre, de rencontrer la langue de Léonce, parce que lui est aussi auteur, et de voir comment ces deux langues rentrent en écho. Mais c'est vrai que moi j'ai besoin dans la littérature d'une langue plus que d'une histoire. Ça aussi c'est peut-être un point commun qui vous rassemble. Oui, c'est vraiment un point commun. Et puis aussi, voilà, Françoise, moi c'est mon père en fait, c'était lui le champion des archives et j'ai repris, des années après sa mort, j'ai repris le flambeau et il est mort sans savoir que j'allais en faire quelque chose et transmettre une histoire non seulement à la famille, mais donc, tout ce qu'il avait travaillé, tout ce qu'il avait accumulé, classé, etc. est devenu une œuvre en fait. Même ce livre-ci emprunte aussi la présence de mon père dans le livre.
Et je vous propose à présent de plonger dans ces deux livres et de partir à la découverte d'Edmond, de Léonce et de leurs traces, puisqu'il est question d'empreintes ce soir. On commence avec Le Bel Obscur. Caroline, vous tracez en fait ensemble une histoire intime et une enquête dans Le Bel Obscur. Et l'histoire intime, c'est celle de la narratrice qui revient au fil du texte sur 30 ans de vie commune avec Vincent, qui après 7 ans de mariage et 2 enfants, lui révèle son homosexualité et embarque son couple vers autre chose, une nouvelle vie qui peine à être définie clairement et acceptée, même parfois par son épouse. Une histoire intime mêlée à une enquête, disais-je. L'enquête, elle concerne Edmond, ancêtre de la narratrice, né en 1834, mais banni de l'arbre généalogique. Chez nous, on ne parlait jamais de lui, on disait simplement « il a fait beaucoup de chagrin à sa mère », explique Thomas, un grand cousin, le dernier en vie qui se souvient de quelque chose. À quelle occasion exactement la narratrice découvre-t-elle l'existence d'Edmond et quelle est là ou les premières archives sur lesquelles elle tombe à ce moment-là? Je ne sais pas si c'est le moment de les montrer. Oui, peut-être bien. Ah oui, d'abord, il y a d'abord ce portrait-là à droite, assez raide. On a l'impression que vraiment c'est très posé, un uniforme d'étudiants. Enfin, du moins, j'ai dû enquêter sur toutes ces images. Un petit air à la Napoléon III. Et l'autre photo splendide n'est pas dans le coffre en question, est chez ce cousin que je nomme Thomas. Et donc qui me révèle cette photo en me disant j'ai une photo d'Edmond, une photo où il est travesti. Et ce mot travesti m'alerte, évidemment. Et quand je vois la photo, je trouve qu'il y a pas mal d'éléments à élucider dans cette photo, des éléments étranges que je vais devoir apprivoiser. Mais déjà, je suis, et on en parlera sûrement avec Violaine, je tombe presque amoureuse de cette photo, de cet être, j'ai l'âge de la mère d'Edmond quand il est mort en fait à 30 ans dans une chambre d'hôtel loin de chez lui avec près de lui un jeune artiste forain, ce qui était quand même assez inhabituel pour un ingénieur des mines issu d'une famille bourgeoise de la ville de Liège. Et donc je commence à me passionner pour ce Bel Obscur. Le Bel Obscur étant un titre inspiré par une phrase de Francis Ponge, le corps du Bel Obscur hors du drap des paroles. Merveilleuse phrase, énigmatique et limpide. Et le corps du Bel Obscur, pour moi, c'est le corps, en tout cas pour la narratrice, c'est le corps homosexuel. Et le Bel Obscur, il y en a plusieurs dans le livre. Mais en tout cas, il y a Vincent, le mari, puis il y a certainement Edmond, dont on ne sait si peu de choses qu'il peut devenir un personnage de roman, un personnage en quête d'auteur, comme disait mon père. Pour peut-être entendre déjà le texte, je vous proposerais bien d'en lire un extrait, pages 28 et 29. Ça va aussi permettre de voir d'autres archives que vous découvrez à la même période. Edmond semble un élément surnuméraire, inclassable, dès lors exilé dans le coffre en bois délaissé. Sa brève existence réduite à un diplôme d'honneur, 2 lettres vertigineusement contrastées. On peut peut-être les montrer d'ailleurs. Donc un diplôme d'honneur, 2 lettres vertigineusement contrastées, un portrait en uniforme et une seconde photo détenue par Thomas. Pour le reste, il a été rayé du paysage. Les Romains avaient une expression pour cela, damnatio memoriae, l'exclusion d'un individu par la destruction des traces. À l'époque, on martelait le nom de la personne déchue sur sa pierre tombale et on interdisait à jamais de l'évoquer. J'imagine un maçon mandaté par la famille, occupé à marteler la tombe d'Edmond, tombe que mon père n'a jamais retrouvée. S'il l'avait située, il n'aurait pas manqué de la signaler, comme il l'a fait dans son livre pour d'autres sépultures. Je mesure d'autant plus la violence d'un tel traitement que j'ai la nette impression, au moment où je commence à m'intéresser à Edmond, que Vincent tente d'imposer à notre histoire, de mon vivant, une damnatio memoriae. Même si je me suis longtemps aveuglé sur ce point, son attitude récente me le signifie clairement.
Il m'a fallu rôder autour de l'effacement d'Edmond pour trouver une expression datant de l'Antiquité qui s'applique à moi-même. Mais moi, je ne suis pas morte. Surtout, je refuse d'oublier notre amour. Les racines en sont trop profondes, trop tenaces. Faire table rase, refaire sa vie, ces formules si courantes n'appartiennent pas à mon lexique. Pour tout dire, je ne les comprends même pas. Quand les vivants se dérobent, il arrive que les morts viennent à votre secours. Depuis le jour où les 3 documents et la photo ont été exhumés d'un coffre mangé de pourriture, Edmond m'occupe l'esprit de manière étonnante. Exclu de l'arbre généalogique de ma famille, il ne cesse de croître en moi, tel un arbuste bien décidé à vampiriser tout mon petit territoire. Est-ce que cette damnation que subit Edmond, c'est précisément ça qui crée le désir d'écrire chez la narratrice? Est-ce qu'il s'agit d'un choc, d'une intuition immédiate, ou est-ce que les choses se passent différemment, sur un temps plus long? Je dirais que cet extrait le dit, en fait. C'est quand elle se rend compte que Edmond a été exclu, qu'elle se rend compte elle-même, elle est devenue une femme invisible, victime de son vivant d'une damnation mémoriée. Et pourquoi? Parce que son mari, après avoir papillonné entre plusieurs hommes, tout à coup se fixe définitivement avec un jeune homme, et qu'à ce moment-là, elle n'existe plus, et elle va devoir revoir tout ce qu'elle avait idéalisé, par amour, par attachement à ce lien. Et elle va donc déconstruire sa propre vie et enquêter sur sa propre vie en enquêtant sur Edmond. Et donc c'était un sujet qui m'habitait depuis longtemps, l'histoire de cette femme, mais j'ai réussi à y entrer en effet grâce à la médiation d'un mort, comme je le dis, c'est-à-dire d'Edmond, dont j'ai voulu explorer le mystère. Et dans un sens, n'est-il pas du coup, Edmond, un point d'appui, voire un prétexte qui permet à la narratrice d'élucider ce qu'elle n'était pas parvenue à élucider jusque-là la concernant? Et elle l'exprime en fait dès la page 15. Quand j'ai découvert l'existence d'Edmond, je me suis précipitée sur cette voie de traverse, dans l'espoir de faciliter le chemin vers l'élucidation de mon propre destin. Élucider un destin, tâche colossale s'il en est. On parlait de maturité dans l'œuvre un peu plus tôt. Oui, en effet. Je me suis rendu compte que pour cette narratrice, en fait, on parle beaucoup de déconstruction aujourd'hui. Il faut déconstruire le patriarcat, et il faut déconstruire le couple hétéro-patriarcal, etc. Et en fait, cette femme, elle est juste bien déterminée à vieillir avec l'homme qu'elle a choisi, qu'elle aime, qu'elle perd de ses enfants. Et tout à coup, c'est la circonstance qui l'a déconstruit en réalité et qui brise son existence en milliers de pièces, alors que jusque-là, elle a été dans le déni, l'idéalisation et le rêve d'un amour durable qui, en fait, s'interrompt, non pas brusquement, mais en effet, sur 30 ans. Et donc, ça prend du temps. Mais elle, sa prise de conscience vient au moment où elle découvre le personnage d'Edmond et cette espèce de damnation mémoriée qui pèse sur ce jeune homme pour une raison qu'elle soupçonne à partir du moment où le cousin lui dit, tu sais, c'est un portrait où il est travesti, ce mot-là. Maintenant, je ne vais pas spoiler le livre, mais c'est vrai qu'il y a d'autres éléments qui peuvent expliquer son destin tragique et le fait qu'il ait fait beaucoup de chagrin à sa mère ou qu'il était exclu. La raison mise en lumière d'emblée, dès le début du livre, se double et se triple même de 2 autres motifs. Violaine, l'espace mental de votre narratrice va lui aussi être vampirisé par un mort, pour reprendre les mots du Bel Obscur, dans lequel de nous portera à l'autre. Tout commence il y a un peu plus de 10 ans par la découverte de carnets de tranchées ayant appartenu à un brancardier de la Première Guerre mondiale. Au départ, la narratrice pense que l'auteur de ces carnets s'appelle Paul Nacquart. Et à ce stade, sans en dire beaucoup plus, je voudrais vous demander de lire les pages 15 et 16 de votre livre. Et peut-être, oui, déjà de nous montrer Paul. Qui va bientôt apparaître. Allez, Paul. Voilà, je vous présente Paul. Et ses carnets. Voilà. J'ouvre le carnet, couleur glaise. Première page, premier mot, l'écriture de Paul.
Mon regard se prend les pieds dans les syllabes, les lettres, s'en mêle dans les lignes quadrillées comme dans un filet de pêche. Je m'accroche, me cogne, d'une consonne à l'autre. Laisser aux yeux le temps de s'habituer à l'étrangeté de cette graphie inconnue. Je prends le pas lent du déchiffrage. J'approche, je scrute. J'identifie une à une les lettres, les sigles, empreintes anciennes sur le sentier des pages jaunies, sinueux sillage. Je me glisse dans la foulée de Paul. 24 août 1914. Quelle est belle l'histoire du 4 août 1914. Le monstre allemand s'était dressé la veille en face de l'agneau, et c'était ses volontés dont l'exécution était commencée à Visé et à Liège. Il avait dit « je veux » et on lui répondit « je ne veux pas ». Albert fut sublime, il dit non. La nation répéta ce seul mot avec délire et se leva pour faire son devoir et mourir. J'ai songé beaucoup à ma famille ce jour du 4 août. C'est que je les avais à peine vus et que je me trouvais seul en face d'une mort possible à laquelle je ne voulais pas me résigner. Cette longue marche que l'on disait une tactique était une formidable retraite devant l'ennemi qui nous débordait. J'en fus convaincu quand je vis toute l'infanterie pêle-mêle s'en allant à la hâte par le même chemin que nous. Ah, la douloureuse marche. Durant des semaines, je lirai et retranscrirai les carnets de Paul. J'accompagnerai les soldats de la 6e compagnie du 10e régiment, vivrai leur terrible marche, leur effroi, leur colère, leurs larmes, jour après jour, poste après poste. Tous les soirs, j'aurai rendez-vous avec Paul, et pour rien au monde, je ne manquerai ce moment. Ce qu'on ne voit peut-être pas à l'oral comme ça, c'est l'alternance en fait entre des paragraphes qui sont ceux de la narratrice et puis tout ce qui est précédé d'une date. En fait, ce sont des extraits des fameux carnets que vous avez ici. Qu'est-ce qui fait exactement que pour rien au monde, elle ne raterait ce rendez-vous avec les 5 fameux carnets couleur glaise, tourbe, ocre, sable et vert de gris? En fait, ces carnets, je les reçois il y a 12 ans d'un ami et collègue qui me les confie un jour, comme ça, il me dit « Tiens, j'ai ça à la maison, est-ce que ça t'intéresse ?» Donc je reçois ces carnets qui sont là, ces 5 carnets, et tout de suite, je ne sais pas pourquoi, maintenant je sais pourquoi je pense, mais à ce moment-là je ne sais pas pourquoi, mais je sens que c'est un cadeau et que ça va me mener loin et que ça va changer ma vie, je pense. Et je rentre chez moi et je commence à retranscrire sur mon ordinateur cette écriture qui est quand même hiéroglyphique. Je suis prof de français, j'ai des élèves, mais quand même. Là, c'était quand même Paul, il était quand même fort. Et donc, tous les soirs, je retranscris. Et tout de suite, je suis happé par la beauté du style, en fait, de la langue. Et de ce qui est raconté, c'est-à-dire que on n'est pas face à des comptes rendus factuels jour après jour de ce qui se passe, de ce qu'ils ont mangé, de ce qu'ils ont fait, mais beaucoup plus de la sensibilité du narrateur et de ce qu'il a ressenti, des colères qu'il a pu avoir, de la tristesse, de l'émotion, son amour de la nature, etc. Enfin, on en reparlera, mais et ça me transporte complètement. Et donc, je mets les enfants au lit et j'écris, je retranscris. Est-ce que vous finissez par découvrir, en recopiant cette matière réellement littéraire et magnifiquement poétique, c'est que tout ça n'appartient pas à Paul, en fait, et qu'il s'agit de l'œuvre d'un certain Léonce Delaunoy, ami de Paul, et séminariste lui aussi. En fait, Paul est revenu de la guerre, il a recopié les journaux de son ami Léonce, mort en 1918, mais ce que vous découvrez surtout, et je vais peut-être un peu divulgacher, mais c'est que Paul a censuré Léonce par moments un peu, par moments beaucoup. Qu'est-ce que Paul retranche exactement et comment est-ce que vous le découvrez ? Oui, donc
À la page 40 du premier carnet, je me rends compte que Paul parle d'un autre Paul. Alors, il dit Paul me manque beaucoup, quelque chose comme ça. Je me suis dit, mais c'est bizarre. Enfin, c'est possible hein, que deux Paul, enfin, c'est un prénom très courant et très beau d'ailleurs. Mais il y a quelque chose, voilà, de nouveau une intuition qui me pousse à aller lire dans le deuxième carnet. Donc, je m'étais promis de ne pas le faire, mais je vais dans le deuxième carnet pour voir ce qui se passe. Et je tombe sur un paraphe, celui de Léonce Delaunoy, qui habite Hostiche, donc c'est du côté de Hatt. Et donc je mène mon enquête et je retrouve la famille de Léonce assez vite, qui me dit effectivement il y a un ancêtre qui a vécu la guerre, qui y est mort. Donc là je fais pas de voilà, j'anticipe pas, mais c'est comme ça. Et la dame qui me parle me dit je vais rechercher ces carnets dans les greniers de la famille. Et quelques mois plus tard, après que j'ai retranscrit la fameuse écriture hiéroglyphique de Paul, je reçois un coup de téléphone de Brigitte qui me dit Violaine, écoute, j'ai retrouvé les carnets, 3 carnets et les objets de Léonce, viens à la maison. Donc j'y vais et je tombe sur les carnets de Léonce, qui sont les carnets autographes, c'est-à-dire qui ont été vraiment écrits dans les tranchées et dont l'écriture est beaucoup plus lisible que celle de Paul. Et donc voilà, je compare en fait. Je sais pas pourquoi en fait, parce que j'ai pas de pressentiment par rapport à ça, mais je pense que je relis des passages et puis je me rends compte très vite qu'il manque des passages. Et ces passages, ce sont des passages donc censurés, je vais mettre des guillemets parce que je ne connais pas l'intention de Paul. Je sais juste que ces deux hommes se connaissaient parce ils ont fait le séminaire ensemble. Ils étaient au séminaire de Tournai tous les deux. Ils étaient destinés à être bancardiers. Ils sont nés tous les deux en 1893. Et puis la guerre les a happés au même moment, dans le même régiment, la même compagnie. Ils ont vécu la même guerre. Il y a juste que Léonce est resté, malheureusement, a été tué. Et Paul est revenu. Et quand Paul est revenu, il a demandé à la famille d'emprunter les carnets pour les retranscrire. Et donc il les retranscrit en enlevant des choses. Et ce qu'il enlève, c'est la colère vis-à-vis des autorités qui ont généré cette guerre et qui ne la gèrent absolument pas. C'est de la tristesse, c'est du désespoir, c'est toute l'intimité en fait de Léonce a été retranchée par Paul. Alors pour des raisons que ce sont des questions que je lui pose, donc je leur parle à tous les deux dans mon récit. Et ce sont des questions que je pose à Paul. Alors, il y a des éléments de réponse, je ne les ai pas tous, mais j'ai pu moi aussi, dans mon expérience de retranscription, parce qu'en fait, je fais un peu la même chose, j'ai pu avoir quelques réponses aussi. Et au moment de cette prise de conscience, vous écrivez « Je sais à cet instant que l'histoire prend un virage puissant, point, vertige, point ». Oui, c'est le premier vertige. Depuis, il y en a eu quelques-uns, et c'est pas fini. Mais c'est vrai que... Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est une volonté d'effacement de la part de Paul qui peut-être, comme chez Caroline Lamarche, crée le désir d'écriture. Est-ce que je me trompe en disant ça ? Mais oui, parce que ce qui est intéressant, alors moi j'ai beaucoup d'archives, c'est vrai, mais il y a quand même des manques. C'est-à-dire que bon, ici, j'ai 5 carnets, mais il faudrait que je vous explique pourquoi j'en ai 5. Mais au départ, j'en avais que 3. Au moment de la publication du livre, j'avais que 3 carnets sur les 7 de Léonce. D'accord, depuis la publication, il y en a 2 qui me sont arrivés grâce à la publication. Et ça, c'est très beau, l'histoire continue. Mais c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est qu'il manque des choses. Et quand il manque des choses, ben, c'est là qu'on peut s'engouffrer au niveau de l'imaginaire et qu'on peut poser des questions et qu'on peut... Voilà, tout n'est pas dit. Et puis de toute façon, ça reste des carnets, donc entre les lignes, il y a plein de choses que moi j'ai pas, beaucoup de questions que je me pose. Mais c'est clair que ce moment où je me rends compte que c'est pas Paul mais que c'est Léonce et qui manque, ben voilà, ça devient une enquête qui se met en marche, ça c'est sûr. Et c'est hyper excitant en fait aussi. Léonce, Edmond, 2 effacés en quête d'autrice, Caroline et Violaine. Et il y a une différence, Caroline, avec le matériau du livre de Violaine, elle vient d'en parler, c'est qu'ici, pour vous, les traces sont très 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 peu nombreuses, mystérieuses, trouées. Qu'est-ce que cette rareté a pour conséquence quand vous, l'autrice, vous vous lancez dans l'écriture ?
Peut-être qu'on pourrait montrer les deux lettres, parce que c'est un bon exemple. Donc, il y a une lettre à son père qu'il a écrit comme étudiant en 1856. Et j'ai mis la première page, donc une écriture très classique, une formulation aussi très classique, affectueuse, mais sans plus, et je me réjouis de revenir et de monter mon cheval, etc. Et puis l'autre, c'est la lettre au père. Et l'autre écrite, donc ça c'est en 56, l'autre écrite en 65, ce que j'appelle le brouillon testamentaire, qui est une. Je me suis même demandé si c'était pas un début de fiction, de nouvelle. Un personnage qui est au ciel, qui demande pardon à sa mère, et qui lui demande pardon, et il y a des anges qui veillent, et il y a plein de ratures. Et puis je me suis dit, mais cette famille qui a conservé ce brouillon pendant 160 ans n'aurait pas conservé une mauvaise rédaction, un début de fiction raté. Donc il y a autre chose. Et donc je ne raconte pas, je ne vous le dis pas, mais au fil de l'enquête, en effet, une conviction intime se dégage à propos de ce brouillon que j'appelle testamentaire, évidemment, après l'avoir élucidé. Et donc, deux photos très différentes, on a l'impression de deux personnages différents et deux écrits à ce point différents que mon cousin me dit, mais il faudrait que tu ailles voir un graphologue. Et alors, l'enquête documentaire sur donc deux photos, deux écrits et puis un diplôme d'honneur de la ville de Liège, puisque ce jeune homme avait sauvé deux jeunes gens qui se noyaient dans la Meuse. Et moi aussi, j'ai eu, après la sortie du livre, des éléments qui me sont parvenus par des lecteurs archivistes attentifs. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc l'enquête solide sur ce peu d'archives se double d'une enquête sur 2 siècles d'histoire de l'homosexualité, c'est-à-dire d'histoire de l'homophobie, puisque quand Edmond est mort en 1835, le mot homosexuel n'existait même pas encore. Et se double aussi de ce que j'appelle une enquête vagabonde, c'est-à-dire graphologue, astrologue, pourquoi pas, puisque j'ai les dates et même l'heure de sa mort, et puis les spirites avec les photos. Donc c'est ça l'intérêt aussi d'avoir peu de traces, c'est que on va chercher à ce moment-là dans l'enquête, interviennent. Moi, je me rends compte de plus en plus, on me dit tu t'intéresses toujours aux morts. Je pense que je suis passionnée par les archives, donc j'ai un tropisme documentaire qui s'est fortement développé avec mon travail sur l'asturienne. Je me suis dit je ne pourrais plus jamais me passer d'archives. Mais je pense que j'ai aussi un côté médium, ça me surprend moi-même. Et donc, je vais faire des enquêtes. Et alors, on pourra en parler, parce que Violaine comme moi, nous avons une accumulation de signes extraordinaire qui nous a obligés à poursuivre le chemin. Et ça continue, d'ailleurs, les morts nous parlent. Et la narratrice du Bel Obscur se qualifie de mère-sœur d'Edmond. Violaine, votre narratrice, nomme-t-elle sa position par rapport à Léonce d'une manière ou d'une autre? Léonce, c'est mon grand... Enfin, pour moi, je le considère comme mon grand frère. Il vit chez moi depuis 12 ans. Donc, et je rêve souvent que je refais son lit. Voilà. C'est fabuleux. Les enfants. Oui, enfin, que dire? Enfin, moi, je pense que un mort n'entre pas dans une vie par hasard. Ouais. Moi, c'est pas quelqu'un de ma famille. Enfin, ça l'est devenu. Mais c'est vrai que voilà, moi, je pense que certains d'entre vous ont certainement lu Au bonheur des morts de Vinciane Després, qui met ça en évidence, et moi je suis heureuse de pouvoir le dire, quoi, de me dire que moi je vis, que Léonce est pour moi bien présent, qui m'emmène là où il m'emmène pour l'instant. Il est très fatigant pour l'instant, il me fatigue, mais voilà, lequel de nous portera l'autre. Ouais. On fait bien d'y arriver parce qu'il sera beaucoup question de la relation entre Léonce et Herman dans les prochaines minutes. Alors avant, je voudrais qu'on s'attarde quand même quelques instants sur l'amitié de Léonce pour Paul.
Paul qui commet la censure, entre guillemets, parce que le titre, lequel de nous portera l'autre, c'est une question que Léon se pose au sujet de son ami Brancardier, et je vais me permettre de lire ce passage magnifique. Le 24 mai 1918, la nuit est venue dans un brouillard immense, pareil à un deuil d'octobre finissant. Une bruine en tombait lente, lasse, chaude. Dans ce paysage de tristesse, j'ai fait un voyage avec Paul. Étrange besogne que nous avons faite ensemble depuis 4 ans. À nous deux, nous en avons déjà tant parlé. Chose rouge qui ne remuait plus, parce que la mort avait fait son œuvre, ou sage, blessé, presque repentant de se faire porter et qu'il fallait encourager. Chose remuante aussi, se tortillant dans la douleur et les râles de l'agonie qui marquaient notre pas égal. Lequel des deux portera l'autre? Il faudra bien qu'un jour ou l'autre cela se fasse. Et s'empressera-t-on autour de nous comme on s'est empressé autour de tant d'autres? Oui. Ça fout un peu les frissons. Hein. Oui, bien sûr, mais c'est vrai que ce sont deux amis. Alors, ils ont tous les deux été brancardiers, donc ils n'ont pas tué, ils n'ont pas porté d'armes. Je pense que ça les a aidés à traverser la guerre. Ils ont été dans le soin, dans la réparation, dans l'accompagnement de tous ces blessés et de tous ces mourants. Et c'est vrai que cette question se pose entre deux, parce que même s'il y a eu de la jalousie entre eux, à certains moments on en reparlera sans doute, et que leur amitié a pris parfois un petit peu un coup dans l'aile, on va dire, c'est quand même, ils sont restés amis jusqu'au bout, et Paul a fait le plus immense cadeau de recopier les carnets après, sinon il n'y a pas tout ça évidemment si j'ai pas les carnets de Paul. Mais c'est vrai que lequel des deux portera l'autre, c'est cette question qui revient souvent et qui, j'imagine pas. Enfin moi mes enfants ils ont cet âge-là, mes garçons, ma fille aussi, mais et de me dire comment on fait quand on est à cet âge-là dans la boue, dans le froid, sans ses parents, sans ses frères et sœurs, sans la tendresse, et de voir de se dire qui va porter l'autre, quoi. Est-ce que c'est moi qui vais porter Paul à la tombe, quoi. Et c'est c'est toute cette question-là. Et on en parlait justement avant d'arriver ici de ces scènes terribles que comporte le livre, ces descriptions que Léon se fait de la violence de la guerre, de la dureté de la guerre. Je voudrais que vous nous montriez d'autres objets qui ont appartenu à Léonce et qui rythment la lecture de votre livre, puisque chaque chapitre en fait porte le nom d'un de ces objets retrouvés. On a parlé des carnets bien sûr, mais il y a aussi un mouchoir. Ouais. Il y a, en fait, ça fait 12 ans que j'ai reçu les carnets, mais ça fait pas 12 ans que j'écris. Je vous rassure un peu. Mais c'est vrai que ce qui m'avait bloqué, c'est de me dire comment je vais raconter cette histoire de manière linéaire, parce que moi je suis quelqu'un de la poésie et du fragment. Et donc ce sont les objets qui m'ont guidé, et donc chaque objet est un chapitre, donc c'est une fenêtre sur une thématique de l'histoire, et donc le chapelet c'est son rapport à la foi et au divin et au sacré. On a ici le canif de Léonce, il est écrit son nom dessus, Léonce de Launois, et sur la tranche on a tous les villages qui ont été franchis, enfin habités par Léonce. Donc il y a Amramskapelle, Dixmude, il a tout sculpté au fur et à mesure. Toutes ces traces sont sur ce canif. Ça aussi c'est tout un travail d'archive, d'aller avec une loupe épier le moindre trait, la moindre trace de ce qu'il peut y avoir. On a aussi des éléments qui viennent d'après sa mort. Donc ça, ce sont les boutons de sa capote. C'est-à-dire que je ne vais pas dévoiler l'histoire, mais en tout cas, voilà, la famille a récupéré le corps. Et donc, chaque enfant, chaque frère et sœur a reçu un bouton. Et chaque frère et sœur a reçu un carnet. Parce qu'il y avait 7 frères et sœurs. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a des petits objets, des petites boîtes. En fait, ce qui est assez émouvant, c'est que la famille a vraiment gardé des traces de tout ça, les a mis dans des petites boîtes qui sont des petits cercueils, en fait, d'une certaine manière, des petits éléments, des petits endroits où ils ont pu mettre à l'abri en fait ce frère et ce fils adorés, parce que c'était un enfant qui était adoré par ses frères et sœurs et adoré par ses parents. Et il y a ce mouchoir que je ne vais pas déployer là tout de suite parce qu'il est assez grand. C'est un mouchoir de soldat sur lequel il y a une adresse
qui est indiquée, donc celle de Hermann Schiltz, on en reparlera, 89 rue Le Sieur au Havre, avec le cachet de la Poste qui est indiqué sur... voilà. Et ce mouchoir a été posté par Léonce. Le cachet de la Poste, il est ici. Ce mouchoir a été posté par Léonce 8 jours avant sa mort. Donc je pense que c'était le 8 octobre 1918. C'est tout, c'est la dernière trace qu'on a de Léonce avant sa mort. On tenait les carnets, c'est ça? Il contenait des carnets. Je pense. Ça c'est mon image. Voilà, j'ai pas de preuve de ça, voilà, ça compte. J'ai pas mal d'éléments qui me font penser que les carnets de Léonce étaient dans ce mouchoir et qu'il les a envoyés à son ami au Havre pour être sûr qu'ils soient en sécurité, parce qu'il Léonce, il sentait tout en fait. Il avait une intuition incroyable et il savait il a su quand il allait mourir. En 4 ans, la seule fois où il a dit c'est bon, c'était à ce moment-là. Et donc avant de vivre cet assaut final, puisque beaucoup de soldats sont morts 1 mois avant la fin de la guerre, c'était vraiment le moment très sanglant. Il a décidé d'envoyer ses carnets au Havre à son ami Amour, qui est Hermann. Le mouchoir qui fait l'objet du premier et du dernier chapitre du livre, c'est peut-être aussi l'occasion de dire qu'après le dernier chapitre, il y a encore toute une série de reproductions photographiques de ces archives qu'on a là devant les yeux. Oui, alors ça c'est une chance incroyable de pouvoir avoir ça dans un livre. Et je remercie Anne des éditions Esperluette et le photographe Jean-Luc Vandenberg d'avoir fait ces photos. Donc à la fin du livre, on a des photographies des objets qui ont été vraiment faites par un véritable photographe professionnel. Donc il n'y a rien à faire, ils sont plus vrais que vrais. J'ai assisté à la séance photo parce que je voulais être là. Parce que je ne quitte plus beaucoup Léonce, j'avoue. Donc il fallait que je sois là au moment, comme on est la photographie de ses enfants. On assiste à la séance photo. Et moi, j'ai assisté à la séance photo d'une journée. C'était très très gai de voir apparaître ça et d'avoir apparaître aussi la couverture qui est née à ce moment-là, en fait, la couverture du livre. Mais dans les dernières pages du livre, il y a tous les objets et les carnets qui sont proposés. On peut lire les écrits. Il y a moyen de déchiffrer des passages qui ne sont pas dans mon livre. On a mis des passages, on a choisi des passages qui n'étaient pas spécialement là, qui avaient du sens aussi. Et c'est chouette de les avoir à la fin aussi, parce qu'on peut aller les voir ou ne pas aller les voir au moment de la lecture. Et ça, c'est aussi un choix que le lecteur peut faire. Et découvrir des noms. Il y a des gens qui ont découvert des noms de leur famille. C'est très gai, quoi. Donc, voilà. Il faisait des listes. Il faisait des listes. Ouais, il y a la poésie des listes. C'est très beau. Des noms listes, d'oiseaux, des noms de camarades morts, des noms... Ouais, et ça, c'est pour les libraires, c'est pas mal. C'est la liste de tous les romans qu'il a lus dans sa vie. Donc il a écrit sur un papier recto verso, mais vous imaginez, hein, c'est toute petite écriture, papier recto verso, tous les romans que Léonce a lus pendant... Donc il est mort à 25 ans. C'est ça, c'est sa bibliothèque intérieure. Je vous mets au défi de faire votre bibliothèque ce soir en rentrant. C'est pas évident. Il y a une archive dont on n'a pas encore parlé, c'est la fameuse photo souvenir. Est-ce que je peux vous demander à la fois de nous la montrer et de nous lire le début du chapitre qui correspond à cette photo? Oui, alors ça c'est la photo souvenir. Voilà, c'est la photo donc à gauche, vous avez Hermann Schiltz, dont on n'a pas encore parlé. Et à droite, c'est Léonce avec sa moustache. Il est indiqué à mon ami en souvenir du 15 septembre 1918, jeu de balle, Le Havre, 15 septembre 1918. Donc ça, c'est 1 mois avant la mort de Léonce. Et là, on a en portrait donc de plus que frères, comme ils s'appellent. 2 amis ou amis amoureux. Enfin, voilà, on met ça dans le sens qu'on veut. Je vais lire. Ok. Page 97. Merci. Voilà. Ça s'appelle Photo souvenir. Un petit souvenir papier de 8 cm sur 5, à peine plus grand qu'une feuille à cigarette.
La photo qui est imprimée en médaillon a la taille et la forme d'une empreinte de pouce. Pourtant, c'est dans cette image miniature que réside le plus beau et le plus douloureux de l'histoire de Léonce. En bas de la carte, quelques mots tracés à l'encre noire, le trait est vif, résolu. À mon ami en souvenir du 15 septembre 1918, jeu de balle, Le Havre, 15 septembre 1918, Hermann. Juste au-dessus, un portrait ovale en sépia, deux jeunes hommes côte à côte, en habits de soldats, plan rapproché. L'un est brun, regard sombre, moustache décidée. L'autre est blond, regard clair et doux. Il semble plus jeune, fragile même. Ils regardent vers la droite, dans la même direction. Léonce et Hermann, photographiés ensemble le 15 septembre 1918, un mois jour pour jour avant la mort de Léonce. Leurs bras se frôlent, sans doute pour la dernière fois. Leurs yeux graves semblent le savoir. Dans les reliques de Léonce, il y a 5 exemplaires de ce même portrait. 2 en noir et blanc, 3 en sépia, imprimés sous forme de cartes postales, de petits souvenirs ou de simples photos. Un des exemplaires a été découpé, sans doute pour prendre place dans un cadre. Je dépose la série en enfilade sur mon bureau. Léonce et Hermann, épaule contre épaule, en ricochet. Dire que j'aurais pu passer à côté de ça, de cette vibrante et incroyable histoire. Les carnets retranscrits par Paul parlent si peu d'Hermann. Son nom y apparaît une 40aine de fois en tout, dans des allusions la plupart du temps brèves et factuelles. Mais comme les épaisses forêts, les mots laissent passer la lumière, surtout quand elle flamboie. Paul n'a pas tout dit, Paul n'a presque rien dit, mais ses silences parlent tellement. Léonce évoque pour la première fois Hermann le 23 septembre 1916, mais Paul, en retranscrivant cette rencontre, choisit d'en livrer que le trognon. Hier soir, j'ai pour la première fois remarqué une figure nouvelle. J'ignore tout de lui, sauf son nom. Paul retient le reste dans sa plume. Pourtant, Léonce, dès son entrée dans les carnets, et la vie de Léonce, Pourtant, Hermann, dès son entrée dans les carnets et la vie de Léonce, est bien plus que cette phrase laconique. 23 septembre 1916. Hier soir, j'ai pour la première fois remarqué une figure nouvelle. J'ignore tout de lui, à part un vague nom de familiarité étrange, Schiltz. Nous verrons un peu à la fois. C'est étrange, mais déjà plusieurs fois, il y en a qui sont entrés dans ma vie comme de plein pied, comme s'ils étaient depuis longtemps des frères. En sera-t-il encore ainsi ? Je le souhaite. Léonce et Hermann ne se connaissent pas encore, mais tout est là, évident. Le mot est lâché dès le premier jour. Frère. Ce n'est pas la première fois que Léonce pressent les choses. Il est de ces êtres que la sensibilité rend perméable au remous du monde. Il sent, il sait, ne se trompe pas. Et cette boussole intérieure lui indiquera les grandes marées de sa vie, celles de sa mort aussi. Le 3 octobre 1916, journée que Paul n'a pas gardée dans sa retranscription, Léonce écrit « Pourquoi ma main voudrait-elle ajouter le nom d'Hermann Schiltz à la liste de mes amis ?» Et la main de Léonce ose. Sur la page centrale de ce même carnet, en bas de la liste des amis vivants, colonne de droite, elle trace avec fougue, au vu des arabesques qui prolongent le H et le Z, le nom de l'ami tout neuf. Après Edgar Durieux, Désiré Chapelier et Paul Nacquart, Hermann Schiltz, nouveau et dernier venu. Et infime détail, qui a la puissance des certitudes, le point d'interrogation qui ponctuait le nom d'Hermann Schiltz a plus tard été soigneusement raturé. Plus de doute, Hermann est à sa place, au centre du carnet, dans le cœur de Léonce, et rien ni personne ne l'en délogera. Aucun prénom ne viendra s'ajouter à la liste. Là, ce à quoi on assiste, c'est un amour naissant, en fait, c'est un coup de foudre, et la suite est tout aussi magnifique. Et les poèmes que Léonce va adresser à Hermann laissent planer en fait peu de doutes sur la nature de leur amour.
Il y a notamment ce petit poème. Ce ne fut qu'un moment d'une ivresse poignante. C'était la nuit glacée à Brédune, soudain. Après l'étreinte douce et prenante des mains, nos lèvres se cherchèrent, inhabiles, tremblantes. Et vous écrivez, Léon s'est traversé par des émotions puissantes qu'il confie à ses carnets sans tamis. C'est une chair à vif, hurlante. Comment la narratrice reçoit-elle toutes ces émotions quand elle les découvre ? Surtout qu'on vous sent encore très habité en fait par tous ces mots. Ah oui, oui, mais moi oui, je vis. Enfin, j'ai l'impression que oui. Ben, c'est très émouvant en fait, parce que c'est de l'amour. Après, quel amour? Moi, j'étais très prudente en fait. Enfin, je reste très prudente quand je parle de cette histoire parce que j'étais pas là et donc je n'ai pas. Il y a des mots que j'utilise pas dans cette histoire. Le mot homosexualité, je l'utilise pas parce qu'il me fait peur, pas peur, mais pas du tout. Mais je ne peux pas dire ça parce que je ne sais pas ce qui s'est passé. En tout cas, il y a énormément de tendresse physique. Il y a un amour sensible, sensuel. Après, le reste leur appartient. Mais moi, je suis très heureuse de me dire que ces deux gars-là se sont rencontrés, qu'ils ont pu vivre ces moments de tendresse, qu'ils ont pu tenir dans la guerre grâce à ça. Parce que je ne sais pas comment on fait quand on a 20 ans dans la guerre, sans tendresse, et que c'est très beau qu'ils aient pu le vivre sans aucune culpabilité, parce qu'il n'y a pas une pointe de culpabilité dans les carnets de Léonce. Les familles sont au courant, etc., etc., donc des deux côtés. Il est accueilli au Havre comme un fils, un frère. Ils dorment ensemble dans le même lit au Havre. Et donc moi je trouve ça en fait magnifique, cette histoire un peu gémellaire aussi. Enfin, ça m'a toujours un peu fasciné, moi, ces histoires-là. J'avoue, j'adore le double vie de Véronique, par exemple, comme film. Je lisais un livre qui s'appelait 2 pour 1 quand j'étais petite. J'ai toujours adoré ces histoires de jumeaux. Et donc, il y a quelque chose de ça dans cette relation que je trouve vraiment très, très beau. Et donc, ouais, moi, ça m'a... Voilà, j'en suis heureuse et je trouve que c'est très moderne en même temps aujourd'hui de se dire on est en 1918, enfin 1916-1918, ils sont tous les deux au séminaire, ils vont être curés. Enfin non, pas Hermann, mais lui, oui. Il vient d'une petite famille de petits fermiers d'un petit village d'Ostiche. Ouais. Bravo, quoi. Enfin, ouais. Chapeau bas, quoi. Et on en reparlera un petit peu aussi de ça. Caroline, votre Edmond, il est quand même moins saisissable, il laisse beaucoup moins de matériaux, on l'a dit. Vous écrivez à un moment, Edmond est une bourrasque. Revenir vers lui, n'est-ce pas une manière de louvoyer au lieu de tenir le cap de ma propre traversée? M'éloigne-t-il, me rapproche-t-il? De quoi? De qui? Qui de nous deux est le personnage en quête d'auteur? Et j'avais envie de vous demander dans cette ligne d'idées, peut-être de lire à partir de la page 113 un petit extrait, enfin pas si petit, mais où on voit bien en fait que les matériaux que vous utilisez, ils ne sont pas uniquement ceux liés à Edmond. Il y a aussi vos propres archives. Une obsession se nourrit par attraction de signes. Une constellation nomade se met à scintiller, petit fanaux visuel, surprise olfactive et sonore, ombre et lumière, rencontre fortuite, autant de cailloux semés par une main invisible qui nous fait croire à la puissance d'un amour, tandis qu'alentour tout conspire. La coulée de sapins noirs, les collines repliées sur leurs secrets de charbon, la voracité des buddléias au pied des hauts fourneaux délaissés. Je continue là-dessus. Oui, pardon. Lorsque l'image que j'organise recommence à se brouiller, je reviens vers les archives. Mon matériel est double. Les documents concernant Edmond et mes propres cahiers. Les coïncidences tombent comme des dominos. Je m'aperçois que les cahiers dont je me suis emparé correspondent au moment où mon père rédigeait, sur la base du diplôme d'hommage de la ville de Liège, la brève réhabilitation d'Edmond qui apparaît dans son livre. La question qu'il a posée à Thomas date de décembre 1994. Son ouvrage généalogique concernant ma branche maternelle a été publié 2 ans plus tard. Entre-temps, j'ai noté dans mon journal 1 ou 2 faits dont je n'avais pas alors mesuré toute la portée.
Un jour, ma paradoxale mère me dit tout à trac, au fil d'un de ces échanges de mère à fille qui n'ont jamais eu, tant je me tenais prudemment embusqué, de conversation que le nom, « Faites ce que vous voulez, mais ne divorcez jamais ». Je précise que rien ne semblait motiver cette salve soudaine, sinon peut-être le fait que Vincent se faisait plus rare aux réunions de famille. Quelque temps plus tard, mon tourment dissimulé sous l'apparente généralité de ma question, je demandai à brûle-pourpoint mon père si quelqu'un chez nous avait jamais divorcé. Il réfléchit un instant, puis me dit qu'un couple, oui, avait divorcé dans les années 50. Ces cousins-là, dit-il, étaient peu connus de nous car ils vivaient en Croatie. Je me contentai de lui demander la raison du divorce, à quoi il répondit sobrement « Sa femme l'a quitté parce qu'il était homosexuel ». J'en restais muette de saisissement. Ainsi, votre narratrice bien vivante, elle, a aussi ses propres archives, sa propre mémoire sur lesquelles s'appuyer pour retracer 30 ans de vie amoureuse, conjugale, extra-conjugale. Qu'est-ce qu'ils abritent, ces cahiers Clairefontaine, et comment s'appuyer dessus? Alors moi, mon traitement des archives, tant les archives que j'ai utilisées pour l'asturienne, qui étaient innombrables et qu'il fallait déchiffrer à la loupe, que mes propres carnets, j'avance un peu comme une somnambule. Un peu comme quand je suis passionnée par les brocantes. Et la première fois que j'ai été dans une brocante avec un ami expérimenté, il m'a dit « on dirait que les objets t'appellent ». Mais les archives m'appellent aussi. C'est-à-dire c'est comme s'il y avait de l'énergie dans ces archives qui me disait « viens me lire à cet endroit-là ». Et bon, mes carnets, maintenant je ne tiens plus vraiment de journal, mais j'ai beaucoup de carnets Clairefontaine. Et alors, je passais comme ça à travers dans la période qui me semblait significative pour l'écriture de ce livre. Et en effet, je suis tombée sur des choses très fortes que j'avais oubliées ou qui me paraissaient plus énergiques et plus joyeuses que le souvenir qui m'en restait en réalité. Les coïncidences tombent comme des dominos, écrivez-vous. On reviendra sur ce mot coïncidence plus tard, mais avant ça, je voulais parler de ce domino, mot que vous employez aussi pour parler, et c'est important, de l'effet domino de l'homophobie. Oui, c'est-à-dire que avec ce livre, j'ai levé un angle mort de la littérature. Aucun roman, aucun essai n'a traité cette question des conjoints, des familles d'homosexuels, c'est-à-dire qu'une épouse qui aime son homme et qui se déclare homosexuelle, elle est au placard avec lui tant qu'elle le protège, tant qu'elle est complice de tout ce qu'il doit dissimuler pour des raisons professionnelles, familiales, sociales. Et puis au moment où il va joyeusement vers son être véritable, lui, il trouve une communauté qui l'accueille, une communauté militante, des lieux de rencontre, des lieux de drague, des saunas. Et elle, au fond, à qui peut-elle dire ce qu'elle vit? À personne, personne n'en parle. Et il n'y a pas de lieu pour ça, ça n'existe pas. Et donc, je me suis rendu compte en écrivant cette histoire qu'en effet, je levais cet angle mort-là. Et c'était pas si facile, je me demandais comment ça allait être accueilli. Et en effet, il y a eu beaucoup de signes pour me contraindre à poursuivre, je dirais. Mais l'effet domino de l'homophobie, c'est ça, c'est que ça touche pas seulement les intéressés, qui, on le sait, c'est à la fois très difficile, il y a aussi beaucoup de suicides parmi eux. Aujourd'hui, il y a une recrudescence des menaces homophobes, mais aussi on oublie, par exemple, l'épouse d'Oscar Wilde, qui s'appelait Constance, qui était une grande féministe, grande journaliste, écrivaine, parangon de la mode, mère idéale, qui accueillait les amants de son mari à la maison et qui est morte à 40 ans, épuisée, malade, ruinée. Puisque Oscar Wilde avait été jeté en prison. Et au fond, il a très peu de mots pour elle. Et c'est un amour, c'est un couple à la mode, mais à partir du moment où elle est enceinte, il la trouve laide, il ne la désire plus, il va vers les hommes, et évidemment, ça c'est normal, c'est sa nature. Et elle continue à le soutenir, à accueillir ses amis, à élever les enfants, à perdre tout son argent, elle était riche,
à devoir s'exiler parce que l'Angleterre ne voulait plus de ces gens. Et la honte était sur toute leur famille, donc s'exiler pour élever ses enfants ailleurs. Et donc, je me suis dit, Constance, on n'en parle pas. Le premier livre paru sur elle, il est récent, il est en anglais, il n'est pas traduit. Ouais. Et donc, Ça montre voilà. là aussi l'ampleur de vos recherches dans le champ de la littérature LGBT. Et vous l'écrivez du temps d'Edmond. On disait la chose qui n'avait pas de nom et qui va aussi le plonger, lui, dans la non-existence. Et vous dites aussi le mot homosexuel qui n'apparaît qu'à la fin du 19e siècle. Est-ce que la réparation passe par le fait, en fait, de nommer l'homosexualité, de nommer les choses, de parler des épouses d'homosexuels, un peu les invisibles derrière les invisibles? Moi, j'ai beaucoup pensé à cette phrase féministe: il y a plus inconnu que le soldat inconnu, sa femme. Il y a plus invisible que l'homosexuel, il y a sa femme. C'est un peu Oui, ça. et puis j'ai eu le livre a quand même voyagé, a tiré quand même des lecteurs et des lectrices qui sont les meilleurs critiques, comme on le sait. Et j'ai eu des témoignages vraiment très émouvants d'épouses toujours piégées ou d'épouses qui ont vécu des histoires dramatiques ou d'autres dont c'est le regret éternel ou d'autres qui sont très en colère. Et donc, on ne prend pas assez en compte que les individus souffrent, se battent, militent et rejoignent une communauté, mais que derrière eux, il y a une famille qui les soutient, qui les regrette, qui les aime, qui ne les oublie pas. Et c'est de ça dont j'ai voulu parler. Je trouve que l'exemple de Constance dit beaucoup aussi, surtout elle. Je veux dire, c'était quelqu'un vraiment exceptionnel. Vous croyez que cette invisibilisation, c'est ça qui pousse une critique française que j'ai entendu dire après sa lecture du livre: ça me tord le cœur de lire des humiliations aussi terribles? Oui, moi, c'est une phrase qui ne m'atteint pas parce que ma narratrice, en fait, elle est à la fois très pragmatique, elle Ouais. fait 2 colonnes avec les plus et les moins, quels sont les avantages secondaires de la situation. Elle peut avoir des amants, c'est quand même assez intéressant. Ouais. Et puis des grandes fêtes mixtes, hétéro, homo, etc. Elle se vit jamais comme victime, elle se vit, en fait, elle est curieuse. Quand elle apprend que son mari est homosexuel, elle dit: je veux aussi faire partie de l'aventure. Comme lui, il est assez partageur, il l'aime beaucoup, il tient à elle, il l'entraîne dans certains lieux qui ne lui font pas forcément du bien à elle d'ailleurs, mais qui donnent lieu à des scènes assez cocasses. Ouais. Et oui, il y a des moments d'humiliation, mais je suis toujours frappée quand même qu'en France, on saisit plutôt le côté tragique de l'affaire et victimaire. Et ici, nous, en Belgique, on a ce côté d'autodérision qui passe inaperçu, mais pas chez les Suisses, qui, eux, ont dit, voilà, c'est un sujet grave traité avec humour et malice. Alors, ça m'a rempli de joie, parce que vraiment, c'est cette légèreté-là que je voulais pour ce récit, et pour le tempérament de cette femme, et pour cette famille qui est quand même, je pense, très attachante. C'est ça, et puis c'est complexe cette histoire de honte, parce qu'à un autre endroit, la narratrice écrit: j'ai été celle qui a mis au doigt de Vincent l'anneau d'invisibilité. J'avais envie de revenir vers vous, Violaine, parce que d'un côté, on a quand même l'impression que la honte est à de nombreux endroits dans le bel obscur. À côté de ça, dans votre livre à vous, on ne voit de honte nulle part. Non. Non. Et même j'ai reçu depuis la publication d'autres carnets, donc je me suis dit peut-être que là je vais trouver des choses, mais non, il y a juste un moment donné où je pense que Herman et Léonce ont vécu une nuit un peu fabuleuse, un 25 décembre 1916, dans une ferme qui s'appelle la ferme du Violon. Et voilà, il s'est passé quelque chose là que je ne connais pas, mais qui était de l'ordre de quelque chose de mystique et d'hyper puissant entre les deux. Et après cette nuit, je pense qu'il a juste dit, on nous a quand même regardé un peu bizarre pendant une semaine dans les tranchées, dans les camps. Mais sinon, il n'y a pas... les familles des deux côtés acceptent. Et ils sont... Voilà. Et même après la mort de Léonce,
Il y aura des contacts entre les deux familles. La famille d'Hermann va rencontrer la famille de Léonce. Et je sais maintenant aussi, mais ça c'est bon, après la publication aussi, que d'après des descendants, et je pense que c'est vrai parce que c'est quelque chose qui ne serait pas descendu comme ça aussi loin aujourd'hui, on m'a dit que si Léonce avait vécu, il était prévu qu'il arrête le séminaire et qu'il s'installe avec Hermann, qui lui a vécu jusque dans les années 60 et qui est mort tout seul, il ne s'est pas marié, sur une péniche du côté d'Anvers. Donc, Ce qui frappe aussi dans votre écriture, c'est une certaine brièveté des phrases, parfois un seul mot, comme je le disais tout à l'heure avec vertige. Est-ce qu'il s'agit là d'un souci de précision ou peut-être aussi d'une peur de prendre trop de place par rapport à Léonce, parce qu'il y a aussi le fait que votre narratrice, elle, ne s'aventure pas, contrairement à la narratrice du Bel Obscur, du côté de sa propre intimité. Elle s'efface presque totalement par rapport à son sujet, d'une certaine manière. Est-ce que s'effacer, c'est un mot qui vous parle ? Alors, j'ai pas l'impression de m'être effacé, mais en tout cas, l'objectif, voilà, c'est pas un beau mot ça, mais il y avait, la volonté que j'avais, en tout cas, c'était de redonner la voix à Léonce et de lui permettre de se déployer alors qu'on l'avait sacrifié, en fait. On l'a broyé le 15 octobre 1918, alors que ça allait être un formidable auteur, et ça, maintenant, j'en suis convaincu. Et je raconte ça parce que je trouve ça trop beau. Mais il y a une page en France où on peut voilà, regarder où le livre se situe en France, bref. Et quand on tape lequel de nous portera l'autre, on tombe sur une page, il est écrit Violaine Lison et Léonce Delaunoy. Et d'ailleurs, il est en dessous, c'était une volonté aussi qu'on avait avec Anne de mettre son nom juste en dessous du mien. Parce que c'est une écriture à quatre mains. Et sur cette page, il est écrit Léonce Delaunoy. Et quand on clique sur Léonce Delaunoy, il est écrit auteur. Et ça me fait... je vais presque l'avoir tous les jours, tellement ça me fait du bien. Et donc, il y a cette volonté-là, en tout cas de ma part, c'est de lui donner la place, en fait. Alors, je ne m'efface pas... parce que je me sens vraiment là, présente, mais dans la résonance que j'ai par rapport à lui. Mais c'est vrai que bon, c'est un livre dans lequel lui peut se déployer et c'est espérant de réparer un tout petit peu ce qu'on lui a enlevé. Oui, on vient beaucoup de parler de ce que l'écriture permet, de ce que vos écritures ont permis. J'aimerais quand même évoquer peut-être les limites, je ne sais pas si on peut parler de cette manière, les limites de l'écriture. Violaine Lison, à un moment vous écrivez « Léonce, je vais suivre la voie de Paul, pour être plus près de ton cœur brisé, m'en remettre au silence. Une page blanche pour recevoir tes sanglots. » Entre écrire l'amour, la mort, la souffrance, qu'est-ce qui a été le plus difficile pour l'une et l'autre ? Ça n'a pas été difficile. Non, ça a été délicat, ça a été risqué. Mais est-ce que votre narratrice... C'était passionnant de bout en bout, en tout cas pour moi. Et votre narratrice n'a pas aussi été tentée de s'en remettre au silence. Vous écrivez à propos de la mort d'Edmond à 30 ans, on ne peut raconter cette mort-là que par sa mise en scène à un moment donné, mais à nouveau, c'est le peu d'archives qui vous pousse vers la fiction à ce moment-là. C'est pas une fiction, c'est une tentative d'imaginer comment il a pu mourir tout seul dans cette chambre d'hôtel avec un jeune forain qui va à la mairie rapporter sa mort et comment est-il mort et comment l'a-t-on découvert mort. Mais c'est ma conviction intime qui a fait fonctionner mon imaginaire. C'est qu'au bout de toute cette enquête et tous ces signes, je pense savoir comment il est mort. Et y compris en scrutant l'annonce funéraire d'ailleurs aussi, le fait qu'on n'ait pas rapatrié le corps, qu'il soit resté à Orléans, etc. Donc tout ça fait partie de la continuation de l'enquête qui se prolonge par une forme d'imaginaire. Comme disait mon père, quand on a peu d'archives, on a un personnage en quête d'auteur. Moi j'étais l'autrice d'Edmond en quelque sorte. Et j'étais l'autrice de la narratrice aussi, en fait. Voilà. Moi, je dirais que c'est là que je me suis rendu compte, parce que Paul, je lui en ai quand même voulu à certains moments, parce que d'enlever tout ça, d'enlever tous ces éléments-là, d'évacuer vraiment Hermann à partir du moment où Hermann sort de la guerre parce qu'il est blessé. Paul le fait disparaître des carnets, je trouvais ça hyper violent. Et en même temps,
quand je me suis retrouvé face à ces pages entières qui n'ont pas été retranscrites par Paul, parce qu'il y a un mois complet qui n'a pas été retranscrit par Paul, parce que c'est le moment où Hermann quitte la guerre et que Léon est dans un état de désespoir, il veut mourir, et c'est des pages entières de tristesse et de désespoir qui sont en rouge sur mon ordinateur, parce que j'ai voulu garder la différence entre les pages retranscrites par Paul que j'avais mises en noir et j'espère que ça va, et les pages de Léon ce que j'avais intercalées en rouge. Il y a des moments où j'appelle les pages rouges et c'est pas anodin. À ce moment-là, je me suis dit mais pourquoi tu vas écrire ce livre? Est-ce que tu as le droit d'écrire ce livre? Est-ce que Léon aurait voulu que tu écrives ça? Est-ce que c'était... voilà, et donc j'ai aussi été voir un sorcier, etc. Enfin, on a quand même pas mal de... Voilà, que moi, j'ai pas noté dans le livre, mais si vous voulez, je vous expliquerai. Mais en tout cas, c'est quand même... à certains moments, c'est pour ça que le mot censure, je l'utilise vraiment prudemment, parce qu'il y a aussi beaucoup de pudeur, peut-être aussi, de se dire, je retranscris les carnets de mon ami, et je vais peut-être prendre que ce qui est commun à nous deux, la guerre qu'on a vécue tous les deux, la même guerre, dans le même régiment, la même compagnie, et tout ce qui est de l'ordre de l'intime, je ne le prends pas. Et moi, je me suis retrouvé face à ça quand même à certains moments. Et par rapport à l'horreur de la guerre aussi, parce que il parle beaucoup de la nature, des oiseaux, c'est un fils d'agriculteur, c'est magnifique, ces pages d'émerveillement qu'il a pu garder comme ça, enfin, c'est d'une beauté à couper le souffle. Mais cette guerre, il la décrit aussi avec la puissance de ses mots d'écrivain. Et je vous assure que on a vu des films là-dessus, mais ces mots-là, ils nous percent de partout, quoi. On en a déjà pas mal parlé. J'avais envie d'en venir à ce gros dossier des coïncidences pour toutes les deux. Parce que dès le départ, ce sont des signes en fait, qui ont précédé, voire qui ont permis l'écriture. Et on pourrait littéralement faire une liste infiniment longue, j'ai l'impression, des coïncidences frappantes rencontrées au fil de vos deux enquêtes. Dans Le Bel Obscur, ce mot coïncidence apparaît même 6 fois. Edmond sauve de la noyade 2 personnes alors que Vincent lui aussi saute dans l'eau d'une rivière pour sauver 2 personnes. La narratrice a des rêves qui lui font souvent office de prémonition. Il y a cette forêt parcourue par les parents d'Edmond, la même que Vincent et la narratrice. Il y a ce couple dans l'arbre généalogique, vous l'avez lu, le seul de la lignée à avoir divorcé pour le motif de l'homosexualité de l'époux. Là, je n'en cite que quelques-unes, mais il y en a vraiment beaucoup d'autres qui apparaissent. Qu'est-ce que vous en faites? Qu'est-ce que vous en dites, Caroline? Mon éditrice au Seuil a dit « Ah mais non, Caroline, là encore, dans ce chapitre, une coïncidence, mais ça suffit. Hein. » Mais je dis « Mais ça s'est vraiment passé comme ça. » Je l'ai quand même enlevé. Mais voilà, et puis ça continue après le livre, puisque je parlais de ce que je raconte. Je ne sais pas si on a vu cette archive où apparaît le diplôme d'honneur de la ville de Liège, récompensant Edmond pour avoir sauvé 2 jeunes gens. Et mon père avait toujours dit, il a plongé dans la Meuse, il a sauvé 2 jeunes gens. Et en fait, j'ai eu la chance, après qu'un archiviste et très bon lecteur lise mon livre et aille rechercher les articles de la Meuse du jour du sauvetage. Et ils apparaissent là, et en effet, on voit qu'il n'y avait pas 2 rescapés, il y en avait 5 ou 6 même, qui étaient dans une barque qui s'est renversée au mois de mars avec une barque à voile. Et il y a eu 2 équipes de sauveteurs. Il y a eu un bateau à vapeur qui a recueilli 3 des jeunes gens. Et il y a eu Edmond, qui ici, les journalistes se trompent parfois, il est marqué O, qui était le nom l'initiale du nom de son frère, que j'ai changé dans le livre, j'ai gardé juste le nom de Edmond. Mais dans le diplôme d'honneur, c'est bien ce nom Edmond qui est repris. Et lui, il était canotier sur la Meuse. Il était très sportif. Non seulement il montait à cheval, un cheval récalcitrant, mais en plus, il était champion de... Comment est-ce qu'on dit? Vous savez, vous allez sur la Meuse à Liège, vous les voyez, hein, les rabeurs. Et donc, lui, il a sauvé les 2 autres. Il les a ramenés à bord. Et il a été décoré, mais en même temps que ses camarades du bateau à vapeur. Donc, c'est très intéressant comme ça d'avoir ça, c'est des apports de lecteurs. Mais alors j'ai eu aussi une coïncidence incroyable, pas plus tard qu'il y a 10 jours, peut-être on peut la montrer rapidement, c'est qu'on est en train de tourner un film documentaire sur mon livre L'Asturienne. En tout cas, on commence par une séance de tournage très limitée pour faire un petit trailer pour la commission du film. Et le réalisateur me dit, bon, tu vas sortir 2 boîtes d'archives, hein, à droite, à gauche, et puis je vais puiser dedans, je vais te les mettre là, tu vas ouvrir au hasard, tu vas faire semblant de lire.
Je dis attention, ne mélange pas le contenu des deux boîtes, hein, là à gauche, là à droite. Et il me pose, oui, on voit le carnet là, il me pose devant moi le carnet que vous venez de voir, donc ça s'appelle un copieur. Donc on faisait les brouillons des lettres dans un copieur, puis on les recopiait sur une lettre qu'on envoyait par la poste. Et dans ce copieur de l'oncle maternel d'Edmond, qu'est-ce que je trouve ? Moi qui avais fouillé toutes mes archives de la Syrienne pour trouver des traces d'Edmond et du malheur qui lui était arrivé, eh bien je trouve une lettre de l'oncle Adolphe Le Swann qui dit mon cher Edmond, comment ça va à Freiberg, etc. etc. J'espère que tu vas bien, je vais commander le livre que tu m'as demandé. Dis bonjour de ma part au professeur un tel à l'Académie de Freiberg, à l'école des mines. Et puis il lui dit mais ton ami colombien, donc le colombien c'est celui qui lui a dédicacé la photo, qui lui a offert la photo. Tu pourrais quand même lui demander de t'apprendre l'espagnol, profiter de lui pour apprendre l'espagnol. Et puisque cette famille avait des mines en Espagne, en effet. Et donc, ça, cette coïncidence que le réalisateur me pose ce copieur devant moi, je l'ouvre, mais au hasard. Et je lis à droite, parce que c'est la pente naturelle, on lit à droite, et je tombe sur la seule lettre que j'ai jamais trouvée, adressée à Edmond, étudiant à Freiberg en dernière année d'école des mines. Voilà. Est-ce que la proximité avec les morts, elle n'implique pas aussi un rapport plus souple, moins rigide au réel et qui permet de s'en remettre justement aux coïncidences, aux rêves, aux prémonitions, à la médiumnité, voire au spiritisme, Violaine? Quelle question. Moi, je peux te raconter ma coïncidence, ce sera plus facile. Enfin, je sais pas. En tout cas, moi, est-ce qu'on est perméable plus à ça ou pas? En tout cas, moi, j'y suis attentive et j'ai pas le choix, en fait, parce que tout m'amène là, pour l'instant. Alors moi, j'ai eu deux coïncidences très importantes récemment. La plus importante, c'est que je ne sais pas si vous connaissez le roman de Bérénice Pichat qui s'appelle La Petite Bonne, qui a reçu le prix des libraires 2025. L'an dernier. Prix que vous recevrez peut-être cette année. Peut-être précurseur. Votez. Dirait, ça c'est autre chose, une autre coïncidence peut-être. Mais en tout cas, ce qui est incroyable, c'est qu'il y a une libraire de Liège qui a offert mon livre à Bérénice Pichat, parce que ce livre de La Petite Bonne parle d'une gueule cassée après 14-18. Et donc elle lui a offert mon livre en disant voilà, ça parle de la guerre 14-18, ça va te plaire. Et donc cette libraire m'envoie un mail en disant écoute, j'ai donné ton livre à Bérénice Pichat que je ne connaissais absolument pas. Et je viens de me rendre compte, me dit la libraire, que cette Bérénice Pichat habite au Havre. Le Havre, si vous vous en souvenez, c'est l'adresse qui est sur le mouchoir, voilà, le 89 rue Le Sieur. Et donc moi je connais pas le Havre du tout. J'ai été voir pendant 12 ans cette maison du 89 rue Le Sieur avec Google Maps. J'ai mis le petit bonhomme là devant la maison et j'ai vu la maison et je me suis dit mais qui habite là? Et donc voilà, je me dis j'aimerais bien aller dans une librairie du Havre présenter mon livre et je tape librairie Le Havre et puis je tape sur une librairie qui s'appelle la Petite Librairie rue Le Sieur 25. Je dis ouais, trop bien. Donc j'en contacte Bérénice Pichat par Messenger, je ne la connais pas, je lui dis écoutez, bonjour, vous avez reçu mon livre, je vois qu'il y a une librairie rue Le Sieur, c'est justement la rue qui est dans mon livre que vous allez peut-être lire un jour, je ne sais pas. La maison dont je parle dans mon livre, c'est au 89 rue Le Sieur, etc. C'est ce qui apparaît dans le mouchoir à la première page. Et Bérénice Pichat m'envoie un message 1 heure après, un message vocal que j'écoute très souvent, pour être sûr que je rêve toujours pas, qui me dit, Violaine, elle pleurait, enfin presque, elle me dit, j'habite au 89 rue Le Sieur. Et là, je vous dis pas, hein, je me souviens très bien de ce moment où j'ai dû appeler plusieurs personnes, dont Véronica qui est là pour être sûre que je ne rêvais pas. Mais voilà, donc Bérénice Pichat habite dans la maison d'Herman et de Léonce. Donc je suis allé il y a 15 jours dormir dans la maison. Enfin, vous imaginez le truc. Voilà, en fait, c'est presque plus. Alors, en plus,
c'est pas fini. C'est que cette maison, Bérénice Pichat l'a achetée il y a 12 ans. Moi, j'ai eu les carnets il y a 12 ans. D'accord. Dans cette maison d'Hermann, il y avait un piano parce que la famille d'Hermann, ce sont des pianistes assez célèbres en Belgique. Quand Bérénice Pichat a emménagé dans cette maison, son fils petit a dit « Maman, je veux faire du piano, absolument ». Et il y a un piano dans cette maison, qui est aussi dans La Petite Bonne, puisque le personnage est pianiste. Bérénice Pichat est enseignante, je suis enseignante, elle a 3 enfants, 2 garçons et une fille, j'ai 2 garçons et une fille. Voilà. Et puis ça continue en fait, enfin, c'est pas fini. Et donc c'est... voilà, comment ne pas faire confiance à ce qui arrive après. Moi, il me manque des carnets. Il ils vont arriver, ils vont pas arriver, c'est qu'ils doivent pas arriver. Enfin, voilà, tout se met comme ça, j'ai un super beau rire cette année qui me permet d'être là ce soir. Enfin, merci Léonce, quoi. Donc, Mais vous dites... oui, moi je voulais ajouter que ces genres d'aventures et de signes et de coïncidences, ça vient quand on respecte les morts, en fait. On ne peut pas instrumentaliser les morts, ni les vivants. Moi, quand quelqu'un peut se reconnaître dans un livre, il peut lire le manuscrit. Donc le modèle de Vincent a bien sûr lu le manuscrit et a eu une réaction magnifique. Mais les morts, il faut les respecter aussi. On ne peut pas les instrumentaliser. Je pense que quand on les rend la vie et quand ils nous aident à vivre, à ce moment-là, il y a une espèce de circulation de signes médiumniques. C'est assez merveilleux, mais uniquement les bons morts. Hein. Il faut quand même faire attention. Mais voilà, moi j'ai eu de la chance avec mes ancêtres, c'est tous des bons morts. Mais à propos de compagnonnage, on a beaucoup parlé de la proximité avec Edmond et Léonce, mais j'imagine qu'il y a un équilibre quand même à trouver entre une forme de respect, comme vous venez de le mentionner, mais peut-être d'autre part aussi une liberté. Bref, quelle distance faut-il prendre quand on travaille sur des traces et des matériaux comme ici, et quand est-ce qu'on s'arrête en fait? Quand est-ce qu'on sait que c'est fini? Moi je pense que c'est jamais... Enfin non, ça je crois plus. Moi je pensais que après 12 ans j'avais écrit mon livre, c'est bon, c'était terminé, mais là c'est jamais fini. Maintenant, moi j'ai l'impression qu'il y a un respect. En tout cas, moi j'ai vraiment eu... Je me suis beaucoup posé la question de la légitimité. De est-ce que je pouvais écrire sur Léonce. J'étais voir un sorcier qui habitait dans le village à côté de Léonce, qui m'a dit des choses très très belles, qui sont assez proches aussi de ce que la dame astrologue t'a dit sur les liens qu'on pouvait avoir tous les deux, Léonce et moi. Oui, en fait, tu as appris que tu étais la réincarnation de Léonce et moi d'Edmond. Voilà, c'est ça. C'est à peu près ça. On vous le dit ce soir, ça reste entre nous. Mais on nous l'a... Voilà, c'est ce qui... Voilà. On avait dit qu'on ne le disait pas. Mais ouais, non, mais c'est... En tout cas, il y a quelque chose de... moi, je voulais être sûr que Léonce était OK avec ça. C'était quelque chose de très important de trouver ma place là-dedans et de rester dans quelque chose de vraiment dans le respect, parce que j'en savais rien en fait. Et là aussi, bon, je vais pas lire la page, mais il y a une page magnifique que j'ai trouvée dans le carnet que j'ai récupéré récemment. La dernière page de ce carnet-là, j'ai mis 7 jours à retranscrire parce que il y avait vraiment énormément de choses qui avaient été enlevées par Paul. Mais il y a un passage où Léonce dit si Dieu me prête vie et si je reviens de cette guerre, je reprendrai mes carnets et je les retravaillerai et je les referai en grand et ce sera mon livre. Et ça, j'ai découvert ça il y a 15 jours et ça m'émeut terriblement. Et je me dis, ok, c'est bon, maintenant arrête de te poser la question. Et les réponses, on les a. Voilà. Enfin, je pense qu'on les a quand on respecte les morts, comme dit Caroline, je pense, oui. Caroline, quand est-ce qu'on sait que ça s'arrête ou quelle juste distance on prend? Je ne sais pas. Ce que je veux dire, c'est que moi, je n'ai pas la première ligne du livre suivant. Je ferme toujours une porte avant d'en ouvrir une autre, mais forcément, quand l'autre s'ouvre, elle prend avec elle tout ce qui a précédé. Et parfois, ça saute un livre, par exemple. Quand même, je travaille sur un texte qui est plutôt héritier de Cher instant, je te vois. C'est comme si cette jeune morte que j'ai tellement aimée attirait un autre jeune mort à qui rendre hommage. On est encore dans les morts jeunes et lumineux, donc finalement c'est pas si loin d'Edmond, mais c'est un dispositif tout à fait différent. C'est comme si chaque personne dont on parle attirait
un dispositif d'écriture différent, et ça se révèle au fil de l'écriture. On ne sait pas avant, on ne sait rien, on recommence toujours à zéro en fait. J'avais envie de conclure sur le rapport à la nature et à l'ensemble du vivant, en fait, qui est très présent dans vos œuvres respectives en général et dans ces livres-ci aussi. Et chez Léonce, cette connaissance de la nature, l'amour de la terre n'aura jamais faibli en moi, écrit-il. Dans Le Bel Obscur, la narratrice établit même un lien entre archives et botanique. Je lis, je puise dans ces cahiers un peu comme je les ai écrits, avec désinvolture, de manière décousue. Je redécouvre avec étonnement l'énergie qui animait la personnalité chaotique que je croyais avoir été. Ça et là surgissent des notations pittoresques et dépourvues d'amertume, alors même que Vincent m'avait déjà révélé son amour des garçons. Puisant au hasard, j'ai l'impression d'entrer en botaniste dans une serre aux espèces oubliées et où je déambule à l'instinct, curieuse de ces beautés exotiques. Mais la nature est aussi menacée par l'homme, exterminée par la guerre chez vous, Violaine, exterminée par le réchauffement climatique chez vous, Caroline. Pourquoi ne pas agir comme si j'étais moi aussi aux portes de la mort, puisque tous les bêtes, plantes, insectes, glaciers. Cela dit, en préparant cette rencontre, vous disiez, Caroline, que la joie correspondait bien à vos 2 livres. Où se situe-t-elle, la joie? D'où vient-elle? Où va-t-elle? Vaste question. Je pense qu'on pourrait citer Adélaïde Charlier, elle m'impressionne beaucoup. Quand même, pour le moment, la militance pour le climat est à la peine, il ne se passe plus rien, on va droit dans la catastrophe. Et une personne comme elle, tellement intelligente, tellement informée, et qui garde l'espoir et qui dit que c'est dans la lutte c'est en s'unissant qu'on lutte contre la dépression et qu'on trouve de la joie à agir. Moi, ça m'impressionne vraiment beaucoup. Et donc, la joie, paradoxalement, elle vient peut-être aussi du fait qu'on se dit, mais nous sommes ici en paix, c'est le printemps qui commence, et partout ailleurs, des gens souffrent et meurent, et voilà. Il y a quelque chose d'un contraste immense entre ce qui pèse sur nous mentalement et cette capacité de capter la beauté et d'écrire aussi, même sur des sujets graves, mais en faisant vraiment entrer de la lumière. Et ça, c'est une question de travail, mais aussi de tempérament peut-être, ou de maturité, comme vous disiez tout à l'heure aussi. Violaine, tempérament, j'ai l'impression qu'à vous entendre, à vous lire, ça transparaît cette joie. Oui, moi je vais reprendre aussi ce que Léonce. Bon, lui, il est dans la boucherie totale, dans l'horreur absolue pendant 4 ans. Et il reste émerveillé parce qu'il connaît. Déjà, il sait nommer les oiseaux, il sait nommer les plantes, il a un savoir qui lui permet d'avoir les mots, ce qu'aujourd'hui on. Voilà. Je ne vais pas faire de commentaires sur aujourd'hui, je vais plutôt parler de Léonce, mais c'est vraiment quelque chose de très important chez lui. Dire l'immonde avec beauté, la poésie, sa langue l'a sauvé, son regard de terrien, de paysan l'a aidé, son amour aussi, son amour immense pour l'amour justement, pour l'ami. Et moi je garde le merle. Voilà. Léonce, pour l'instant, le merle, il est revenu. Je ne sais pas chez vous. Ça fait 15 jours qu'il est là. Et le merle, pour moi, c'est Léonce. Parce que c'est un oiseau d'enthousiasme. C'est un oiseau qui, malgré les obus, a continué de chanter, qui imitait même le bruit des obus, disait Léonce. Le merle a imité le bruit des balles, on avait même réussi à défigurer Ça devait être plutôt le une chant. grève musicienne, à mon avis. Non, mais je pense que il y avait les tourneaux, mais il y avait les étourneaux aussi. mais le merle aussi, le merle et le contrefaisant, l'Hippolaïs polyglotte, qu'il appelait le contrefaisant, puisqu'elle contrefeu du verbe contrefaire, hein, c'est pas le faisant, hein, c'est le contrefaisant avec un T. Mais voilà, en tout cas, voilà, je ne sais pas jusqu'où on a déformé les oiseaux, mais en tout cas, le merle, que les obus tombent à côté, que le sang, voilà, il était là, quoi. Et Léonce, c'est un merle pour moi. Je dirais que si vous lisez Ceux de 14 de Maurice Genevoix, qui est un livre formidable sur la guerre, il parle aussi des oiseaux. À chaque accalmie, les oiseaux se remettent à chanter. Et alors aussi le magnifique Guerre et pluie de Vilibor Kolic, c'est pareil, c'est des attentions au moindre brin d'herbe quand on est dans la boucherie.
C'est extrêmement impressionnant et c'est ce choc entre l'horreur et la beauté qui fait toute la beauté de l'écriture de Léon. C'est très impressionnant. Merci infiniment à toutes les deux. Je propose Merci qu'on beaucoup. vous applaudisse. Merci Charline.